fois connecté avec votre adresse email et votre mot de passe, vous arrivez à l'aperçu des projets. Donc, c'est les projets qui ont été créés dans Terra Index par vous, mais aussi par vos collègues de la même agence ou de plusieurs agences en fonction de l'environnement que vous avez. Et il y a une manière pour cela d'organiser vos projets. Vous avez la possibilité sur votre droite de les épingler en haut de page. C'est une manière comme ça d'organiser les projets et de mettre en haut de page les projets sur lesquels vous travaillez effectivement. Notre conseil, c'est quand même de faire en sorte que la liste ne soit pas trop grande, parce qu'au niveau des synchronisations et des mises à jour, ça peut ralentir. Sinon, vous avez toujours l'option de rechercher les projets par mots-clés. Donc, il va rechercher au niveau du numéro d'affaires, de la description, mais également de la ville. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous pouvez cliquer sur le plus en bas à droite. Et si vous souhaitez accéder à l'un de vos projets, il suffit de cliquer tout simplement sur le projet pour accéder aux informations. Il existe deux modes de visualisation des données dans le web. Le premier, c'est le mode de visualisation graphique tel qu'il se présente actuellement. On navigue dans Terra Index par niveau d'information. Donc là, j'ai cliqué sur le niveau du projet. Donc j'arrive au niveau du projet avec sur ma gauche un certain nombre de champs qui vont permettre de décrire de manière générale le projet. Et ensuite, j'ai un certain nombre de colonnes qui me permettent d'accéder à ces différents niveaux d'information. Donc pour expliquer brièvement ces colonnes, la première c'est la zone, donc ça vous permet de créer des sous-zones dans votre projet. S'il s'agit d'un site qui est particulièrement grand, ça peut être pratique. Donc on va créer des zones et on pourra allouer les points de mesure dans ces différentes zones. La deuxième colonne, c'est là où vous allez pouvoir retrouver les informations sur vos différents points de mesure. Les participants au projet, ce sont les collègues de votre entreprise qui participent au projet, et notamment si vous travaillez en binôme bureau-terrain, vos collègues du terrain, en insérant leur nom ici, vont pouvoir récupérer les projets directement sur la tablette. Et la colonne personnes concernées, ce sera surtout les entreprises tierces, telles que vos clients, les entreprises de forage par exemple. On verra également dans cette session comment passer les commandes laboratoires. Et sur votre droite, vous avez encore la possibilité d'insérer des documents, récupérer les photos qui ont été prises sur le terrain, mais vous, au bureau, vous pouvez également en insérer si vous pensez que ça peut être utile pour les personnes qui vont se rendre sur le terrain. Vous pouvez récupérer également les certificats qui ont été délivrés par les laboratoires et les enregistrer ici. On a un outil carte qui permet de préparer un plan de forage. Vous pouvez également sauvegarder des images de cette carte et elles seront sauvegardées dans cette colonne. Et vous avez également la possibilité d'insérer des pièces jointes, PDF, Excel, Word, qui pourront être téléchargées depuis la tablette également. Donc pour naviguer ici en mode graphique, il suffit de cliquer sur l'un des niveaux. Pour accéder ici, par exemple, au niveau du point de mesure, chaque niveau se présente toujours de la même manière. J'ai sur ma gauche toujours les champs qui me permettent de décrire le niveau de manière générale auquel je me trouve. Et j'ai ensuite un certain nombre de colonnes qui me permettent d'accéder aux autres niveaux. Donc, si je clique sur une couche du point de mesure PZ1, je vais arriver à son descriptif. Je peux également visualiser les échantillons. Pour revenir, c'est en haut à gauche. J'ai toujours dans la bande verte l'option qui me permet de revenir au niveau précédent sur lequel j'étais. Et ici, par exemple, j'ai affaire à un piézomètre, donc je vais pouvoir accéder aux différentes campagnes de prélèvement. Dans le web, vous avez la possibilité de modifier des informations. Donc, c'est consulter, mais vous pouvez également modifier les informations. Il suffit de cliquer dans le champ. Vous avez des champs à menu déroulant, comme ici. D'autres où c'est du texte libre.
Et puis, il peut y avoir également du clavier ou du calendrier, tout dépend en fait de la nature du texte. Donc à chaque fois, il suffit de cliquer sur le champ et puis de renseigner tout simplement l'information à renseigner. Là, quand je clique sur un champ, bah, il y a l'écran qui apparaît avec le contenu des champs. Pour revenir sur ma page avec tous les niveaux, j'ai la flèche ici qui permet donc de sortir de l'écran de saisie. Donc ce mode de visualisation est surtout utile quand on veut aller sur une information précise, euh, tandis que l'autre moyen de visualiser les informations se trouve ici sur la bande verte en haut, légèrement sur la droite. C'est un mode de visualisation tableau qui va permettre en fait d'accéder aux informations à l'aide de tableaux qui vont donner une vue d'ensemble de ces informations. Et alors, dans ce cas-là, je retrouve sur ma gauche les niveaux, enfin les différents niveaux d'information. Hein, j'ai cliqué sur le projet. Ici, je suis sur le détail du projet. Et je retrouve dans différents tableaux les différentes informations que je peux retrouver sur pour ces différents niveaux. Donc là, je vais retrouver un tableau qui va me regrouper toutes les informations du projet. Je retrouve également toute la liste des commandes de laboratoire qui ont été faites avec le statut non envoyé, par exemple. Je clique sur l'autre niveau d'information, point de mesure, je vais retrouver le tableau qui va me résumer tous les points de mesure qui ont été créés dans Terindex. Et là aussi, en mode tableau, j'ai la possibilité de modifier les informations. Donc, je descends par exemple sur un autre niveau, je suis sur le niveau du sol. Je retrouve ici dans ce tableau les points de mesure qui ont été enregistrés dans le projet. Si je clique sur un autre point de mesure, les tableaux échantillons de sol et couches se modifient avec les informations qui correspondent au point de mesure que j'ai cliqué, sur lequel j'ai cliqué. Donc, je retrouve le descriptif des couches et je retrouve les différents échantillons. Pour modifier une donnée, bah, il suffit de cliquer sur cette information. Par exemple, oui, voir, je vais ici je suis sur le tableau couche, gravier limoneux. Je clique deux fois sur le champ que je souhaite modifier. Apparaît un menu déroulant et c'est là que je vais pouvoir donc renseigner une information. Soit je tape sur Enter pour la valider, soit sur votre droite, en haut, il y a également la disquette. Donc au moment où je fais la modification, elle peut s'activer et je clique dessus. Il y a quand même un détail, enfin une différence par rapport au mode de visualisation graphique et tableau, c'est que dans le mode de visualisation tableau, vous avez accès à toutes les données qui existent dans Terindex. C'est-à-dire, donc pas forcément enfin voilà, toutes les informations qui existent dans Terindex, par exemple là au niveau des points de mesure, j'ai encore toutes ces informations-là. Et vous avez la possibilité de choisir, vous, en tant qu'utilisateur, quelles informations vous souhaitez voir affichées dans ces tableaux. Et vous pouvez le faire à l'aide de cette icône, choisir les colonnes, donc la deuxième en partant de la droite. Et quand je clique dessus, il y a un petit menu en bas à droite qui s'affiche et avec lequel je vais pouvoir choisir les informations que je souhaite faire apparaître ou pas. Donc en le cochant ou décochant, les colonnes vont s'afficher ou au contraire disparaître. Vous avez également la possibilité de déplacer, enfin de choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez faire apparaître ces informations, tout simplement en sélectionnant le champ et il suffit de le faire glisser sur votre gauche ou sur votre droite. Comme ça, vous les avez dans l'ordre dans lequel vous souhaitez. Vous pouvez faire également des filtres, enfin, utiliser les filtres en cliquant dessus. Si c'est un filtre que vous souhaitez toujours avoir, il suffit de le déplacer dans la partie grise au-dessus du tableau et les données seront automatiquement disponibles
en fonction donc du filtre choisi. Ici, j'ai choisi par type de point de mesure. Donc c'est un paramètre assez fastidieux à faire, mais il suffit de le faire une seule fois. Il sera sauvegardé et ce sera sauvegardé au niveau de votre compte utilisateur et non pas au niveau de l'entreprise. Pour annuler le filtre, je fais glisser à nouveau le champ dans l'entête des tableaux. Également, dans la fonction mode de visualisation, j'ai la possibilité de dupliquer des données. Donc, quand je clique dessus, vous avez alors trois options. Ici, je veux copier un point de mesure et j'ai le choix. Soit je le copie à l'intérieur du projet, soit je peux le déplacer vers un autre projet. Et l'étape suivante, eh ben, on va vous demander dans quel projet vous souhaitez le déplacer. Et donc, il sera déplacé, ce ne sera pas une copie, ou vous voulez le copier vers un autre projet. Également, vous pouvez choisir de copier les échantillons de terrain, donc les prélèvements qui ont été effectués, ou uniquement les informations qui concernent le point de mesure, donc la description générale. Et vous pouvez choisir de copier ou non les coordonnées. Quand vous, voilà, quand vous cliquez les cases, ça veut dire qu'il y aura une copie de ces informations. Et vous avez la possibilité de choisir le nombre de fois que vous souhaitez copier ce point de mesure. Quand vous avez terminé, il suffit de faire dupliquer. Donc là, si je prends l'exemple, je peux très bien le faire deux copies de ce du point de mesure S3. Je fais dupliquer, il va l'insérer donc au niveau de ce projet-là. Et comme si je suis partie du point de mesure S3, automatiquement, il va leur donner un nom dans l'ordre numérique. J'ai un bouton également supprimer. Donc quand je supprime, il va supprimer la ligne entière. Et ce qui est intéressant dans ce mode de visualisation, c'est que vous pouvez modifier en une seule fois plusieurs informations. Alors que dans l'autre mode de visualisation, il faut vraiment que vous le fassiez point de mesure par point de mesure, dans cet exemple-là. Ici, je sélectionne donc les différents points de mesure que je souhaite modifier tout simplement, soit à l'aide de la fonction CTRL-C ou CTRL-SHIFT. Et une fois que j'ai sélectionné les lignes que je souhaite modifier, j'ai l'icône crayon qui va alors s'activer, modification multiple. Et là, j'ai accès à tous les champs qui me permettent de décrire le point de mesure. Et ici, par exemple, je vais choisir de modifier la surface de référence et, pardon, pas la surface de référence, mais le type de surface. Et je vais dire qu'on a à faire un espace vert, par exemple. Je confirme et on verra que dans les trois lignes, l'information espace vert sera reportée en une seule fois. Donc tout à l'heure, je disais que vous avez accès à toutes les informations de TerraIndex. C'est une différence par rapport au mode de visualisation graphique ou carreau. Je vais revenir en mode de visualisation graphique. Et les informations que vous voyez ici, en fait, dépendent du modèle que vous avez choisi. Ici, je suis sur un modèle de saisie en prélèvement souterrain. Donc, si je fais du forage ou un prélèvement de gaz de sol ou d'eau souterraine, et ben, en fonction du modèle que je vais choisir, je n'aurai pas forcément les mêmes informations au niveau du point de mesure et au niveau du prélèvement. Donc ça, c'est surtout utilisé sur le terrain pour les activités du technicien de terrain en fonction des informations et des opérations qu'il a effectivement à faire sur le terrain et l'ordre dans lequel il doit les faire. Tout ça est donc défini par ce champ qui s'appelle modèle. Et ce sont vos collègues qui ont les droits d'administrateur, qui ont la possibilité de créer des modèles de saisie et de déterminer quelle information doit être affichée pour ce modèle de saisie. Donc, si jamais il vous manque un champ, une information, ou ce n'est pas dans l'ordre qui vous convient, n'hésitez pas à revenir vers vos collègues qui ont les droits d'administration pour qu'ils fassent les modifications nécessaires.
je vais venir donc aux questions qui ont été posées. Donc, il y avait une question sur les mesures PID à afficher au même endroit en cas de prélèvement d'échantillons ou non. Alors là, c'est plus une question peut-être qui concerne la tablette, mais que je peux également montrer sur le web. Effectivement, quand vous faites un échantillon ou un prélèvement de sol, vous avez la possibilité de renseigner des mesures PID ou des échantillons. À l'heure actuelle, les mesures PID et les échantillons sont à renseigner sous une seule et même colonne, échantillon de sol. Par contre, vous décidez, quand vous créez un échantillon, vous pouvez, je vais créer là, alors, vous pouvez en fait soit le nommer comme vous le souhaitez et indiquer une profondeur. Je vais le mettre ici de 400 à 425 et je vais créer. Donc là, je fais comme si je crée un échantillon. Je peux scanner le code barre et indiquer une mesure PID. Mais vous pouvez très bien dire qu'il s'agit en fait que d'une mesure PID et non pas d'un prélèvement de sol, et auquel cas il faut le nommer par le préfixe PID. Puis ensuite lui donner le nom que vous souhaitez. Ça peut très bien être la profondeur. Et pourquoi il faut lui donner le préfixe PID? Parce que TerraIndex, le logiciel, va savoir qu'il ne s'agit pas d'un échantillon, mais que uniquement d'une mesure PID. Et dans votre coupe de forage, les mesures PID ne seront pas reportées comme échantillons. Il n'y aura pas les carrés échantillons. Vous ne verrez en fait que la mesure PID qui sera reportée par contre dans le graphique. Donc, ce qui se peut se passer sur le terrain, c'est que vous générez toute une série de mesures PID et en fonction des résultats que vous avez obtenus, bah, vous pouvez très bien dire à cet endroit-là, là où j'ai fait une mesure PID, bah, finalement je vais prélever et auquel cas il faut renommer, soit vous renommez en fait le nom de cette mesure et vous le transformez en échantillon, soit vous laissez votre mesure PID et vous allez créer un nouvel échantillon à la même profondeur. Il y avait une autre question. Pouvez-vous nous remontrer la manipulation pour scanner à la suite tous les codes barres des échantillons d'un même projet? Donc, pareil, le scan se fait sur la tablette. Donc ici, je vous montre l'interface de la tablette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point de mesure où il n'y a peut-être pas d'échantillon, mais je pense que celui-ci, il est assez complet. Oui, voilà. Hop, et un test. En fait, il faut créer tout. Je pense que la question se pose plus pour les prélèvements d'eau ou de gaz de sol. Nous, ce qu'on conseille, c'est de créer à l'avance vos flacons ou vos supports. Et vous sélectionnez dans Terrain Index le premier support. Sur votre droite, vous avez sur la bande grise en bas à droite l'icône Scan. Et à partir du moment où vous cliquez dessus, soit c'est la caméra de votre tablette qui s'active, soit c'est le scanner intégré de votre tablette ou bien la scannette en fonction du dispositif que vous avez. Il faut bien décocher la première case. Celle-ci ne doit pas être cochée. Et il suffit ensuite de présenter les flacons à votre scanner et les différents codes barres seront ensuite enregistrés sur les différents flacons. Donc là, je, je vais en créer deux juste pour vous, enfin trois juste pour vous montrer. Je me mets sur celui-ci, je clique en bas à droite sur le scan. Et donc là, j'ai pas de scannet, donc je peux pas vous le montrer en live. Mais à partir du moment où j'enregistre un code barre, voilà, le logiciel bascule automatiquement sur le prochain flacon et j'ai plus qu'à présenter donc le prochain code barre et il sera enregistré donc ainsi de suite sur les flacons. Si vous cochez cette case-là,
vous indiquez au logiciel que les codes barres doivent être enregistrés sur le même flacon. Mais l'idéal, c'est quand même de faire un code barre par flacon, surtout parce que l'échange des données avec les laboratoires est limité à 15 caractères de mémoire. Donc si les deux ou trois codes barres que vous insérez sur un même flacon dépassent les 15 caractères, le laboratoire ne pourra pas lire tous les codes barres. On conseille quand même de faire un code barre par flacon. Voilà. Je vais revenir à la prochaine étape qui concerne les cartes, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on a dans la version web et terrain également, on a un outil carte qui est accessible dans le web à partir du niveau de projet et qui se trouve au niveau de la colonne point de mesure. C'est l'icône que vous voyez ici. Quand je clique dessus, je vais avoir donc sur ma gauche la liste des points de mesure et j'ai la possibilité, à l'aide de la cible, l'icône cible que vous voyez en haut à droite, de positionner un point de mesure et les flèches, les quatre flèches ici que vous voyez juste à côté, en cliquant dessus, je vais pouvoir déplacer le point de mesure et les coordonnées vont être modifiées également dans Terrain Index. Si vous avez travaillé avec des zones dans le projet, vous avez la possibilité à l'aide du crayon ici de dessiner des zones, soit la zone du projet, soit vraiment les contours des différentes zones que vous avez créées. Je clique ensuite, une fois que j'ai choisi la zone, je clique sur Commencer à dessiner et il suffit d'indiquer les points où s'arrêtent les points des contours en fait de la zone. Et une fois que j'ai terminé de dessiner la zone, il suffit de cliquer deux fois sur voilà, le dernier point que vous avez dessiné et la zone est affichée. Alors, il y avait des questions. Alors, une dernière chose, vous avez la possibilité également d'enregistrer des images de votre carte grâce à la disquette ou l'autre icône, celle-ci avec le petit fichier et la flèche, qui, elle, va vous permettre d'enregistrer la carte à l'échelle, tandis qu'avec la disquette, c'est uniquement une image de carte. Et une fois que je l'ai enregistrée, je peux la retrouver au niveau du projet dans la colonne Images de carte, que vous pouvez ensuite insérer en annexe enfin, dans vos rapports, par exemple. Alors, il y avait quelques questions sur la carte. Il y avait la première question, c'était est-ce qu'il est possible d'importer un plan géoréférencé dans Terra Index? Alors, oui, c'est oui et non, je dirais. Vous pouvez importer un plan géoréférencé, donc avec les points de mesure qui seront dessinés sur ce plan. Vous pouvez le faire à partir du moment où ce plan est en format KML ou en format CLIC pour la Belgique. Il suffit de l'insérer ici dans couche de carte et il apparaîtra dans l'outil carte comme une couche supplémentaire. Donc, les couches de carte sont disponibles en bas à gauche avec le petit carré vert. Et dans Données du projet, s'ajoutera donc une nouvelle couche qu'il suffit d'activer pour que le plan finalement se superpose comme fond de carte. Par contre, les coordonnées des points de mesure, ou tout au moins les points de mesure que vous aurez dessinés sur ce fond de carte, ne seront pas créés dans Terrain Index. Pour les créer, il faut passer par une autre fonctionnalité que je vais vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle import XYZ. Donc vous pouvez importer un plan de carte, mais si vous voulez vraiment ensuite saisir des informations sur les points de mesure qui auront été dessinés et importés dans ce plan,
il faut les créer à nouveau dans Terra Index. Et il y avait également une autre question, une autre remarque, faire apparaître des fonds de plan dans l'outil plan, parce qu'effectivement, pour l'instant, n'apparaissent que les fonds de cartes néerlandais et flamandes. Euh, et là, je vous invite en fait à contacter soit notre service, enfin notre assistant service@terraindex.com, soit directement mon collègue Olivier, olivier@terraindex.com, pour lui indiquer les types de cartes que vous avez l'habitude avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, où est-ce que vous les trouvez, pour qu'on puisse les intégrer ici également. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on veut étayer. Donc, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues. Je vais continuer donc sur la démonstration en passant cette fois-ci en abordant le thème l'import des données. Alors, l'import des données dans Terra Index reste au niveau de la diversité des formats, ça reste limité. Pour importer des données, il faut que vous vous situez dans l'aperçu des projets, donc à la toute première page à laquelle vous accédez quand vous vous connectez pour la première fois à votre environnement. Et en bas, sur la bande grise à gauche, vous avez l'option Importer. Terra Index, en fait, quand vous cliquez sur le carré vert Import, vous voyez ici les formats que Terra Index supporte. Et je dirais que pour la France et la Belgique, pour l'instant, c'est que du point TI. Par contre, ce qui peut être intéressant plus pour la Belgique cette fois-ci, c'est que vous avez aussi la possibilité de travailler avec des entreprises externes, notamment des entreprises de forage qui peuvent très bien décrire les forages avec Terra Index. Et auquel cas, ils vont vous renvoyer votre projet en format TI. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez réimporter ce format-là grâce à cette option-là. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est qu'ils vous renvoient leur fichier avec le même nom du projet, mais il se peut que des fois, ils utilisent un autre nom. Et auquel cas, vous avez la possibilité d'importer ce nouveau fichier et de modifier le nom. Donc, soit ils ont utilisé exactement le même nom, et auquel cas, vous laissez ce nom-là, et en cliquant sur Continuer, les données ne vont pas être écrasées, seules les modifications et les nouvelles données vont être renseignées. Ici, je vais faire Continuer, et on va voir, normalement, il y a des nouveaux points qui vont être ajoutés. Ici. Et là, on voit les points PZ14 et PZ20 ont été rajoutés. Mais vous pouvez très bien importer ce projet et lui donner un autre nom. Donc ça peut être intéressant, je pense notamment pour la France, c'est quand vous faites sur un même projet plusieurs campagnes de prélèvement à des échéances déterminées. C'est aussi une manière de travailler, dire, voilà, l'idéal, c'est quand même de rester travailler dans le même projet, mais vous pouvez très bien décider de créer un projet par campagne de prélèvement, trimestre 1, semestre 1, semestre 2, par exemple, ou T1, T2, T3. Auquel cas, vous allez renommer ce projet. Moi, je vais le nommer T1 pour trimestre 1. Et si je fais continuer, là, c'est un nouveau projet qui va être créé, mais sur la base donc de l'autre. Ça fonctionne finalement comme une copie et il va s'afficher automatiquement en haut de mes projets. Et je vais retrouver exactement les mêmes informations que le projet précédent. Il y a une autre possibilité quand même d'importer des données, c'est la fonction importer X, Y, Z. Alors je ne sais pas, je n'ai pas précisé, mais cette option se trouve en bas à gauche sur la bande grise. Et quand vous cliquez dessus, vous apparaît un tableau qui va récapituler les points de mesure qui existent dans le projet, avec toutes les informations en fait qui ont été renseignées et qu'on peut insérer directement dans Terra Index et non pas manuellement un par un.
Donc ça peut être intéressant. C'est une fois que vous avez fait votre plan de sondage, il y a eu un relevé précis des coordonnées des points de mesure. Ben, plutôt que d'aller les modifier un par un, vous pouvez les importer grâce à ce que nous, on appelle un collage intelligent. Donc en bas à gauche, il suffit de cliquer sur cette option-là. Et dans ce rectangle-là, on va vous demander d'importer les données. Donc ça se fait tout simplement, soit vous avez les données sur Excel, ou sur un fichier CSV. Il suffit de sélectionner les informations que vous souhaitez copier. Bien faire attention de ne pas sélectionner le nom des colonnes, vraiment uniquement les données que vous souhaitez faire apparaître dans Terindex. Et on les copie, CTRL-V, dans le rectangle en haut. Et au milieu, donc, il va actualiser le premier tableau qu'on avait vu. Donc, il faut cliquer sur le rectangle gris. Et là, il récapitule en fait cette information. Il a identifié que la première colonne, il s'agissait des points de mesure, la deuxième des coordonnées X et la troisième des coordonnées Y. Il faut quand même toutefois vérifier qu'il s'agit bien de cette information-là. Si jamais vous voyez qu'il s'est trompé, vous avez toujours la possibilité de changer le nom de la colonne. En bleu apparaissent en fait les informations qui vont être modifiées. C'est-à-dire que pour ces points de mesure, il y avait des coordonnées qui avaient été renseignées. Avec cette nouvelle import, ça va être corrigé. Et ce qui est surligné en vert, c'est des points de mesure qui n'existaient pas encore dans mon projet. Donc une fois que j'ai fait mon copier-coller de ces informations-là, sur la droite, en bas, je vais cliquer sur Importer pour qu'il les affiche dans le tableau. Donc là, j'ai un récapitulatif. Et je clique à nouveau en bas à droite sur la bande grise sur Sauvegarder, donc pour valider les informations. Oui, Y doit être renseigné. Donc je vais revenir, j'ai dû oublier sur... hop. Donc il vous a fait apparaître en rouge effectivement des informations quand elles n'existent pas. Ce qui vous permet, vous, de corriger dans la foulée. Voilà. Et là, comme j'avais changé l'en-tête des colonnes, bah, la troisième, automatiquement, avait été désactivée. Et là, c'est remis à jour. Donc, je clique pour sauvegarder. Et là, j'ai à nouveau un pop-up. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait 3 points de mesure qui n'existaient pas et donc qui ont été rajoutés. Donc, par précaution, il vous demande, voilà, ces 3 points de mesure, il les identifie et il vous demande qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce qu'on annule l'import et je reviens au début? Est-ce que je fais mes modifications et j'ignore ces 3 nouveaux points, auquel cas les modifications vont être faites, mais les 3 points de mesure ne vont pas être créés? Ou au contraire, je veux qu'il procède de modification et qu'il crée ces 3 nouveaux points de mesure. Quand je clique sur Créer, euh, on verra, je reviens au projet et on va voir que dans la liste des points de mesure, les 3 nouveaux ont été créés. Et ils apparaissent, si tout va bien, également sur la carte. Le T8, ici également, et le T9. Donc voilà comment on importe, voilà les possibilités qui existent d'importer des informations dans Terra Index. Donc une fois que vous avez fait, voilà, qu'il y a eu, vous avez renseigné les informations sur la tablette, il y a eu une synchronisation des données dans Terra Index. Vous recevez les informations donc de la lithologie. Donc au niveau du point de mesure, vous avez une option complètement à droite qui vous permet de prévisualiser la coupe. Déjà d'avoir une vue d'ensemble, un petit peu savoir à quoi ça ressemble. Et suite à ça, vous avez également la possibilité donc d'éditer une coupe.
ça, vous pouvez le faire en accédant au rapport de Terraindex. Ça se trouve également en bas, sur la bande grise, sur votre gauche. Alors que vous cliquiez sur rapport, sur coupe de fourrage, c'est exactement la même chose. Vous allez tomber sur la même page qui est celle des rapports. Donc, petit aparté, les rapports, il y a des catégories de rapports. Comme pour les projets, vous avez la possibilité d'épingler un rapport en haut d'écran. Apparaissent généralement en haut les derniers rapports que vous avez utilisés. Et puis ensuite, il y a des catégories. Là, ça va être tout ce qui est rapport d'analyse au niveau belge. Il existe un certain nombre de rapports standards qu'on livre avec votre licence Terraindex et que vous pouvez ensuite personnaliser. Donc, s'il y a des rapports personnalisés, vous allez les retrouver ici parce qu'ils sont propres à votre entreprise. Et tout en bas, on va retrouver les coupes de fourrage. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'épingler un rapport en haut d'écran. Il suffit de cliquer dessus et là, vous avez la petite épingle. En l'activant, vous allez retrouver donc le rapport en question en haut de page. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher soit de vos key users ou des personnes qui ont les droits d'administration pour leur demander quels rapports sont utilisés dans votre entreprise et de les épingler comme ça en haut de page, de manière à ce que vous soyez sûr d'utiliser les bons rapports. Parce qu'il se peut que certains soient en construction ou encore doivent être testés. Comment vous êtes sûr d'avoir les rapports qui ont été validés en interne par votre entreprise? Pour émettre une coupe, eh bien, il suffit de cliquer dessus et vous avez deux options. Soit générer le rapport et il va vous générer un PDF avec toutes les informations dessus, soit vous allez les pré-visualiser à l'aide de l'option sélectionner les données. Quand je clique dessus, j'ai ici la liste de tous les points de mesure qui existent dans le projet. Et j'ai la possibilité donc de sélectionner ceux que je veux faire apparaître grâce à la dernière colonne, mais aussi ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils apparaissent dans votre document PDF qui sera généré. Donc soit vous les triez par point de mesure ou par type ou même par date ou pourquoi pas par zone. Mais vous pouvez également choisir vous-même l'ordre dans lequel vous souhaitez faire apparaître, publier en tout cas les coupes, en faisant glisser les points de mesure vers le haut ou vers le bas. Alors ici, je vais choisir un point où j'ai quelques données. Une fois que j'ai sélectionné mes points de mesure, je clique sur Suivant. Et donc il y a déjà une première visualisation pour voir un petit peu de quoi ça a l'air. Et j'ai à la disposition trois onglets qui me permettent donc de modifier ou d'améliorer le visuel. Donc par exemple ici, l'échelle, ça peut être intéressant. Je vois qu'il reste encore un peu de marge ici, donc je peux très bien réduire l'échelle et faire à nouveau générer un aperçu. Je peux également choisir ou pas qu'à la fin du rapport soit également publiée la légende. L'autre onglet description des couches me permet également quelques modifications. Je pense que le plus intéressant pour vous, c'est plus le type de surface. Est-ce que je le fais apparaître au-dessus de ma couche ou est-ce que je le fais apparaître comme une information de couche et auquel cas ça apparaîtra en dessous en fait du trait. Bon, c'est un petit détail, mais ça peut aussi avoir une certaine importance. Donc voilà, béton asphalté, il apparaît comme descriptif de couche et non pas au-dessus de couche. Et dans l'onglet supplémentaire, je vais pouvoir également faire des modifications. Le niveau piézométrique, là, il est affiché dans la trame, mais je peux très bien lui demander à ce qu'il soit affiché à côté. L'échelle, ici, je peux la modifier. Tout ça, ça dépend un petit peu de la profondeur puis du nombre de couches.
Je peux également indiquer les codes barres des échantillons à l'aide de cette option. Afficher le code barre ici. Voilà, il y a un certain nombre d'options qui vous permettent donc de faire des modifications et ce sont des modifications qui n'ont trait qu'à l'édition que vous souhaitez faire ici. Ça ne va pas modifier le modèle qu'il y a derrière. C'est vraiment au niveau de l'utilisateur. Et une fois que je suis satisfait du rendu, bah, je vais pouvoir cliquer sur Générer pour générer mon PDF et puis ensuite l'inclure dans mes annexes. Donc ici, moi, j'ai en plus accès, enfin deux rectangles qui apparaissent que vous n'avez pas forcément. Ce sont les paramètres et la copie. Pourquoi? Parce que j'ai les droits d'administration. Donc si vous n'avez les droits que d'utilisateur, ce ne sera pas accessible pour vous. Mais ça permet en fait de créer un nouveau modèle et puis de modifier les informations qu'il y a dessus. Donc ça, par contre, c'est un autre thème que je ne vais pas aborder ici, mais il y a des tutoriels qui existent et ça va répondre un petit peu aux questions qui viennent m'être posées dans le chat. Donc je vais répondre à part à ces questions-là. Je ne vais pas y répondre dans cette séance parce que c'est un petit peu hors sujet. Ça concerne plus les personnes qui ont les droits d'administration. Alors, donc là, on vient d'expliquer voilà, les coupes de forage et après, il y a les commandes de laboratoire. Donc, les commandes de laboratoire se font uniquement à partir du web et au niveau d'information du projet. Alors, je peux les créer à partir du mode de visualisation graphique, mais je peux très bien les créer aussi à partir du mode tableau. Ici, j'ai mon tableau commande laboratoire et il suffit de cliquer sur le plus pour accéder au module laboratoire. Enregistrer une commande dans TerraIndex se fait en 5 ou 6 étapes en fonction de la matrice que vous avez choisie, car on renseigne une commande laboratoire par matrice dans TerraIndex. La première étape consiste à renseigner les informations générales de la commande. On commence déjà par choisir le laboratoire avec lequel vous souhaitez travailler sur ce projet. Et la matrice se choisit ici dans le type d'échantillon de terrain. Je vais prendre l'exemple un peu plus complexe, on va dire, ou plus complet, ce qui est celui du sol. En fonction du laboratoire que vous avez la possibilité de renseigner un numéro de réservation. Ça, c'est si vous avez prévenu le laboratoire à l'avance que vous allez lui passer une commande, il peut vous donner un numéro de réservation que vous renseignez là et faire en sorte que votre commande passe en prioritaire. Certification et ajout certificat, ça ne concerne, en fait, ça ne concerne pas la France et je ne pense pas que ça concerne la Belgique, donc je vais passer. Ce qui est important, c'est surtout les champs qui ont un petit astérisque parce qu'ils sont obligatoires. Et ce champ-là, codage certificat, va vous permettre de choisir l'appellation de l'échantillon tel qu'il doit être nommé dans le certificat que le laboratoire va vous délivrer. Donc ça veut dire que sur le terrain, vous n'êtes pas obligé de nommer vos échantillons. Vous pouvez très bien les nommer 1, 2, 3 et je crois qu'on dit caténage, le TerraIndex va va vous permettre de choisir une nomination pour votre échantillon. Donc là, c'est toutes les options que vous avez. Et ici, je suis dans un échantillon de sol. Et pour cet exemple-là, je vais choisir l'appellation du nom du point de mesure avec la profondeur à partir de laquelle l'échantillon a été prélevé. Donc, c'est comme ça que mes échantillons d'analyse vont être nommés sur le certificat du laboratoire. Urgent, c'est les délais dans lesquels vous souhaitez recevoir les analyses et la date de livraison estimée des échantillons au laboratoire. Généralement, c'est le lendemain. Chef de projet, donc là, c'est le collègue ou vous-même qui sera la personne de contact pour le laboratoire. Donc ici, vous avez toute la liste, normalement, de vos collègues qui ont comme profil ou la fonction chef de projet.
Il suffit de cliquer le nom et son adresse email apparaîtra automatiquement en bas et vous avez la possibilité également de rajouter des remarques. Une fois tous les champs obligatoires renseignés, il suffit de cliquer sur la flèche en bas dans la bande grise pour accéder à l'étape suivante. Donc ici, j'ai sélectionné des échantillons de sol et donc apparaît par défaut les échantillons de sol qui ont été prélevés les 5 derniers jours. Là, je suis sur un projet fictif qui a été créé il y a un certain temps. Donc, je vais désactiver le filtre en cliquant sur tous les échantillons. Et de cette manière, apparaît donc tous les échantillons de sol. J'ai encore une possibilité de rajouter des filtres pour affiner en fait ma sélection. Celui que moi que j'aime bien, c'est le statut. Et je vais pouvoir dire d'afficher par exemple que les échantillons pour lesquels je n'ai pas encore créé un échantillon d'analyse et donc qui n'a pas encore été envoyé au laboratoire, ou choisir de faire apparaître les échantillons qui contiennent des composants spéciaux parce que c'est des indicateurs de pollution, ou encore celui qui contient un code barre. Pourquoi? Parce que ici, comme on a vu tout à l'heure, les mesures PID et les échantillons sont représentés dans la même colonne. Donc les mesures PID par défaut, ce n'est pas des échantillons, donc généralement, normalement, ils ne sont pas enregistrés avec un pot. Quand vous les générez, la fonction pot est désactivée. Donc là, je vais activer le filtre contient un code barre et je le valide, ce qui fait que toutes mes mesures PID ont disparu. Comme ça, je suis sûre vraiment de sélectionner que les bons échantillons. Sur votre droite, vous pouvez également avoir un certain nombre de symboles qui apparaissent. Ici, tout ce qui contient un point d'exclamation, ça vous avertit qu'il y a un composant spécial dans cet échantillon. Et pour sélectionner les échantillons que je souhaite faire analyser, j'ai deux options, des échantillons de sol. Généralement, en tout cas ce qui se passe en France, c'est un échantillon de terrain est envoyé au laboratoire, donc ça correspond à un échantillon d'analyse. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur la deuxième icône verte qui va me permettre en fait de sélectionner les échantillons de terrain et à partir de cette sélection, on va générer des échantillons d'analyse individuels. Donc une fois que j'ai sélectionné les échantillons, je clique ici sur Générer. Les échantillons apparaissent ici, les échantillons qui ont été sélectionnés. Quand je clique sur 1, sur la droite apparaît le descriptif de ce que contient cet échantillon d'analyse. Cet échantillon d'analyse contient un seul pot qui a été prélevé à 1,50 m et qui appartient au point de mesure PZ1. Je clique sur le second échantillon d'analyse, pareil, j'ai son descriptif et je vois que un échantillon d'analyse correspond à un seul échantillon de terrain. Mais je peux également avoir la possibilité, j'ai peut-être affaire à des échantillons composites, donc qui proviennent de plusieurs points de mesure. Et là, j'ai deux possibilités. Soit sur le terrain, j'ai fait un prélèvement et je les ai tous mis dans un même contenant avec un même code barre, auquel cas je vais aller les rechercher ici, dans sélectionner le code barre. Il va m'afficher donc tous les codes barres qui ont été enregistrés, je voudrais dire en duplicat ou tout au moins plusieurs fois. Ici, ce code barre-là, je vais le retrouver à des points de mesure différents. Donc, quand je clique sur ce code barre-là, il va afficher les points de mesure, les échantillons de terrain qui contiennent ce code barre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Je vais lui donner Mix 1. Et je vais lui dire de sauvegarder. Et là, quand je clique sur mon Mix 1, je vois que mon échantillon d'analyse contient deux échantillons de terrain. Donc ça, c'est quand j'ai fait le composite sur place, sur le terrain. Mais il y a un autre cas de figure, peut-être moins courant en France, mais peut-être que ça se fait également en Belgique. Ce cas de figure, c'est quand on demande au laboratoire de mélanger
au laboratoire plusieurs échantillons de terrain. Et dans ce cas-là, donc en fait, c'est le laboratoire qui va faire le composite. Et dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser cette icône de baguette magique, mais je vais utiliser l'icône plus. Donc, on va procéder exactement de la même manière que tout à l'heure avec les échantillons individuels. Je vais sélectionner mes échantillons qui apparaissent ici. Et là aussi, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner mix 2 et je sauvegarde. Et le nouveau mix apparaît ici sur la gauche. Quand je clique dessus, sur la droite, il me donne donc le détail de sa provenance, donc qui contient différents échantillons de sol. Les petites icônes que vous voyez ici, les pots, vous indiquent en fait qu'on a déjà créé un échantillon d'analyse pour cet échantillon de terrain. Donc là, j'ai un composite qui contient 2 échantillons de terrain et ici, j'ai un composite qui contient 3 échantillons de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous recevrez ensuite les résultats d'analyse, eh ben, ils vont être remis à la hauteur de ces 3 échantillons, donc auprès de ces 3 points de mesure. Donc ensuite, quand vous allez faire ensuite un export SIG, bah, vous pouvez récupérer donc les valeurs, les résultats d'analyse à ces 3 emplacements. Il y avait une question effectivement sur le premier onglet. Peut-on ajouter un autre destinataire dans l'onglet Remarques? Oui, vous pouvez le rajouter. Par contre, derrière, le laboratoire devra faire une manipulation manuelle pour l'insérer comme un second contact. Il faut savoir qu'on est en train de travailler également sur une amélioration de notre module laboratoire et il est prévu que vous puissiez rajouter un autre contact dans vos commandes. Alors, je continue. Donc maintenant, à partir de mes échantillons de terrain, j'ai créé un échantillon d'analyse. Je vais passer à l'étape suivante, qui semble un petit peu répétitive par rapport à l'étape précédente. Ici, on va vous demander de choisir les échantillons d'analyse que vous souhaitez réellement envoyer au laboratoire. Donc, je sais que pour les Français, c'est répétitif parce que généralement, les échantillons de terrain, ceux qu'on a sélectionnés, c'est pour les envoyer au laboratoire. Donc, si vous avez affaire à plein d'échantillons, plutôt que de les sélectionner un par un, vous avez le bouton ici, tout sélectionner, qui va sélectionner par défaut les nouveaux échantillons d'analyse qui ont été créés. Et ce n'est pas le cas ici, mais en bas de cette page sont affichés également les échantillons d'analyse que vous avez créés précédemment. Donc, si vous avez reçu déjà des résultats qui vous semblent anormaux, ben, vous avez la possibilité de sélectionner à nouveau cet échantillon et de demander dans la même commande de refaire une analyse. Donc là, j'ai sélectionné mes échantillons d'analyse. Je passe à l'étape suivante qui va me permettre de choisir les paquets d'analyse. Et ça dépend de votre compte client. Donc, si vous travaillez pour un bureau d'études avec plusieurs agences, ici, vous allez choisir votre agence, des accords de prix que vous avez et de la matrice. J'ai sélectionné du sol, mais est-ce qu'il s'agit du sédiment ou du sol? Et là, donc, en fonction de ces 3 informations, vont s'afficher un certain nombre de composants chimiques ou de paquets d'analyse que vous pouvez rechercher par mots-clés. Voilà. Et il suffit donc de cliquer les analyses que vous souhaitez réaliser. Et à la prochaine étape, vous allez donc choisir la combinaison que vous souhaitez réaliser, la combinaison échantillon-analyse. Et là encore, vous avez la possibilité de mettre une remarque également au niveau d'échantillon, notamment s'il s'agit d'un échantillon extrêmement sale ou pollué. Ça peut être utile pour le laboratoire. Et la dernière étape, c'est tout simplement un récapitulatif de votre commande, le laboratoire, l'accord de prix utilisé, le nom de l'échantillon d'analyse et sur le certificat, ils seront donc nommés comme on avait sélectionné auparavant à l'aide du point de mesure et de la profondeur à laquelle l'échantillon de terrain a été prélevé. Vous avez ici encore le descriptif des échantillons que contient ce composite et l'analyse qui sera effectuée.
Si vous êtes d'accord avec cette commande, ben, il suffit de la sauvegarder. Et une fois que vous l'aurez sauvegardée, vous pourrez l'envoyer au laboratoire à l'aide du bouton ici à droite, sur lequel je ne clique pas là parce que ce sera véritablement envoyé. Alors, je vois qu'on arrive, il est bientôt 14 heures, il me reste plus qu'une minute. La dernière chose que je souhaitais vous proposer, vous présenter, c'est comment récupérer les résultats d'analyse. Je vais changer de projet là où j'ai des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous pouvez suivre le déroulement de votre commande. Donc, le premier rond, vous savez que la commande a été sauvegardée. Lorsque le deuxième rond se colorie, elle est envoyée. Et le troisième rond, vous avez reçu les résultats d'analyse. Il y a environ un laps de temps de 15 minutes entre le moment où le laboratoire met à disposition dans Terindex les résultats d'analyse et le moment auquel vous pouvez les visualiser. Vous avez toujours la possibilité de forcer cet import, de ne pas attendre les 15 minutes à l'aide de l'icône horloge qui va vous permettre ici de récupérer les résultats d'analyse. Si par contre il vous manque une analyse, un accord de prix, ces mises à jour se font la nuit. Donc si pareil, vous ne pouvez pas attendre le lendemain, vous allez ici cliquer sur récupérer les fichiers de livraison et accéder ainsi au nouvel accord de prix. Et une fois que les accords de prix, les résultats d'analyse sont importés, vous pouvez les rechercher dans Rapport et sortir donc soit pour la Belgique les valeurs wallonnes ou au niveau de la législation française, on a également un certain nombre de valeurs normes et il va pouvoir sortir un fichier Excel avec les valeurs normes concernées, les résultats d'analyse et qui seront ensuite, si jamais il y a un dépassement, ils seront signalés en couleur. Donc sur un fichier Excel. Donc vous retrouvez également les informations sur vos points de mesure avec les coordonnées, les observations organoleptiques et quand il y a voilà, des valeurs normes, vous voyez tout de suite où il y a des dépassements. La légende se trouvant sur le dernier onglet. Alors, j'ai une question pour le module laboratoire. Serait-il possible de faire afficher les prix de chaque analyse ainsi que le total de la commande dans le rapport établi dans la dernière étape de la commande? Et en effet, ce serait très pratique. On est en train de travailler sur cette option. Alors, vous avez les prix de chaque analyse sont visibles dans Terindex à partir du moment où le laboratoire les a activés dans Terindex. Si ce n'est pas le cas, il faut demander à votre contact à votre contact laboratoire de les afficher. Hop, juste pour vous montrer, ils seront auquel cas affichés ici. Donc au moins vous avez les valeurs individuelles des analyses qui s'affichent. Mais c'est une manipulation que le laboratoire doit activer pour vous. Le prix final, par contre, n'est pas encore possible dans Terindex. On est en train de travailler dessus avec les laboratoires qui ont une connexion en web service. Et on vous informera dès que cette fonctionnalité sera disponible. Et pour ceux qui ont encore le temps, j'ai besoin encore de 2 petites minutes pour expliquer les exports dans Terindex qui se fait très rapidement. Il suffit les exports sont accessibles au niveau de détail du projet. Donc là, je clique dans le projet que je souhaite exporter. Et sur ma gauche, en bas, dans la bande grise, j'ai l'option exporter. Ici, vous voyez les différents formats que Terindex supporte. Donc, les données du projet peuvent être exportées dans un format .ti ou SIKB. Donc ça peut être intéressant pour communiquer avec le laboratoire. Également, si le laboratoire n'a pas, pour X raison, n'a pas renvoyé les résultats dans Terindex, soit parce que le projet n'était pas encore créé dans Terindex, en fonction des laboratoires, vous pouvez télécharger ces résultats d'analyse sous format SIKB et avec l'option import, les réintégrer
dans vos projets Terra Index, mais bien faire attention qu'il s'agit du même nom de projet et du même nom de point de mesure, parce qu'il y a juste une petite différence et le logiciel va créer des nouveaux points de mesure pour ses résultats d'analyse. Il ne va pas reconnaître les points de mesure existants. Et ici, je dirais que ben, soit vous l'exportez en point TI et vous pouvez ensuite réimporter ce fichier-là et l'importer sous un autre nom. Donc, c'est comme si vous faisiez une copie finalement de ce projet. Et voilà, après, c'est plus pour le futur, parce que dans certains pays comme bah, la Flandre et les Pays-Bas, il est déjà possible d'exporter des données de terrain index dans des formats qui sont supportés par les portails de télédéclaration des administrations. Donc pourquoi pas demain faire un export TI et puis l'insérer directement dans la base de données d'un BRGM par exemple ou de l'administration wallonne. J'ai fait le tour de cette présentation. Donc il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'y répondrai par écrit. J'espère que cette session vous a été utile. Et voilà, si jamais vous êtes coincé ou avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a notre assistant service@terraindex.com mes collègues seront ravis de vous aider. Et il existe également un certain nombre de tutoriels disponibles sur notre chaîne YouTube Terra Index euh, en français. On a un canal YouTube Terra Index français. Voilà. Merci beaucoup.